En achetant le club de Chelsea, il a fait son entrée dans l'élite mondiale. Les gens se demandaient, mais qui c'est cet Abramovich? Comment un Russe avait-il fait pour s'acheter une équipe en bas de classement et à la redresser comme ça? C'est un oligarque très particulier. Un homme sans prétention qui sourit tout le temps, qui a l'air tellement inoffensif. Mais en réalité, c'est un homme d'affaires intraitable, ambitieux et agressif. Le milliardaire Roman Abramovich est un équilibriste. Sa force, c'est d'avoir réussi à prospérer dans les eaux troubles du Kremlin. Mais c'est aussi sa faiblesse. Abramovich, toute sa richesse repose sur le fait qu'il n'est pas seulement un allié du Kremlin. Il fait partie du Kremlin. Vladimir Poutine a annoncé déclarer la guerre à l'Ukraine. Le chef du Kremlin s'est également montré menaçant avec tout ce qui pourrait s'interposer. Seulement quelques minutes plus tard, des explosions ont éclaté. Well, just a day after handing over stewardship of Chelsea, it's been revealed that the football club's owner, Roman Abramovich, is involved in the peace talks between Russia and Ukraine. À 56 ans, grâce à Chelsea et ses yachts, Abramovich était l'oligarque russe le plus people d'Occident. Avec la guerre, il joue désormais le rôle de sa vie. Médiateur de la dernière chance entre Poutine et Zelensky. Quand j'ai entendu parler de lui comme médiateur, je me suis dit que c'était pour la galerie. Je n'y ai pas cru. Il appartient au cercle rapproché de Poutine. C'est un homme d'affaires. Il a fait ses calculs et il a compris qu'il avait plus à y perdre qu'à y gagner. C'est pour ça qu'il s'est impliqué. Un jour oligarque du Kremlin. Le lendemain, financier du cinéma russe anti-régime. Abramovich cultive son ambivalence entre Russie et Occident. При его серьезном поддержке Романа Абрамовича были сделаны одни такие яркие арт-фильмы последних лет. Это не пропагандистские фильмы. Cet instinct de survie opportuniste et sans scrupules explique la psychologie d'Abramovich. Un jour, c'est Dr Jekyll. Le lendemain, Mr Hyde. Sous sanction britannique, le milliardaire russe n'est plus le bienvenu à Londres. Propriété sous séquestre, avoir gelé. L'homme d'affaires a également été forcé de vendre Chelsea pour 5 milliards d'euros et de bloquer cet argent pour la future reconstruction de l'Ukraine. Les jours de match pourtant, l'ombre de Roman Abramovich plane sur le club londonien, que certains fans surnomment encore The Roman Empire. Got huge respect, massive respect towards Roman Abramovich, and he transformed Chelsea massively. He was a scapegoat. Absolutely unfair. He gave what he could and he got no thanks. Yeah. But all we need to name a stand after him now. Yeah, of course. À chaque rencontre, les supporters de Manchester United, eux, entonnent un refrain moqueur sur Abramovich. All the money it took from that big Russian crook, and it never went free in a row. Dans l'Union européenne aussi, Abramovich est sur la liste des sanctions. Victime de sa proximité avec Vladimir Poutine. Mais est-il un ami, un allié ou un vassal du président russe? Allergique aux médias,
L'oligarque ne donne jamais d'interview. Mais il a été forcé d'évoquer son passé lors d'un procès à Londres qui a duré 1 an, en 2011-2012, le procès du siècle. Chelsea owner Roman Abramovich arriving for the case dubbed the battle of the Russian oligarchs. Un duel à 5 milliards d'euros, lancé contre lui par son ancien mentor et ami Boris Berezovsky, réfugié politique à Londres car chassé de Russie par Poutine en 2000. Boris Berezovsky says he was betrayed by Abramovich, who intimidated him into selling his stake in Russian oil company Sibneft for far less than it was worth. On se serait cru dans une série télé, avec tout cet argent dont on pouvait presque sentir l'odeur. 2 oligarques, Roman Abramovich dans un coin et dans l'autre Boris Berezovsky, avec un balai de garde du corps scotché à leur oreillette. Et aussi les avocats les plus chers, les plus prestigieux et les plus célèbres de Grande-Bretagne pour représenter les 2 hommes. Les avocats de Boris voulaient que je dise ce que je savais de sa relation avec Roman. C'était celle d'un grand frère et d'un petit frère. C'était donc une histoire d'argent, mais aussi une histoire d'amitié et de trahison. C'était un spectacle étrange et captivant, sombre, et une leçon d'histoire sur ce qui s'était passé en Russie dans les années 90. Pour arbitrer ce duel devant la Haute Cour commerciale d'Angleterre, une magistrate. Dame Elizabeth Gloucester. Son titre officiel est Lady Justice, anoblie par la reine, venue inaugurer le nouveau tribunal en personne. Celui-ci n'est pas un procès comme un autre. C'est une plongée dans l'histoire de la disparition d'un pays qui a marqué la fin du XXe siècle. L'Union des républiques socialistes soviétiques, le pays natal dans lequel Abramovich s'est construit. Je suis né à Saratov, dans l'ex-URSS, comme la Russie s'appelait à l'époque. J'ai perdu mes parents très jeunes et j'ai été élevé par des proches. Au début, dans la République des Komis. Syktyvkar. À 1300 km au nord-est de Moscou, la capitale régionale des Komis est encore hantée par son histoire avec le goulag. Ici, tout le monde ou presque descend d'une famille de déportés de Staline. Russes, Ukrainiens ou Juifs de Lituanie, comme le père de Roman Abramovich. Ce labyrinthe de 50 000 tombes, Anatoly Obetkov en connaît tous les dédales. C'est par là. Il connaît aussi la vie et le destin de milliers de ceux qui sont enterrés ici, notamment les parents de Roman Abramovich, Irina et Arkady. Ces tombes sont toujours parfaitement entretenues et couvertes de fleurs au printemps. De ce que je sais, Abramovich paye une contribution à l'orphelinat numéro 3 de Syktyvkar et en échange, ils prennent soin de la tombe de ses parents. Voici la tombe de la mère de Roman Abramovich. Irina n'a vécu que 28 ans. Elle est morte le 23 octobre 1967, c'est-à-dire la veille du premier anniversaire de Roman Abramovich. Elle a fait un avortement clandestin alors qu'elle n'était pas entièrement remise du premier accouchement. Arkady confie Roman à sa mère Tatiana et retourne travailler sur les chantiers de construction de la région. Roman est né en 1966
dans un pays totalitaire, où la propagande idéalise le travail des prolétaires. Chaque réalisation est racontée comme une victoire sur le capitalisme occidental. Сегодня хозяева здесь строители. Встав на предоктябрьскую вахту, они обязались до конца года уложить 25 тысяч кубометров бетона. Une propagande qui ne dit jamais rien des pénuries, des malfaçons ou des conditions de travail. Un jour de mai 1969, son père est victime d'un grave accident. Il est écrit « mort dans l'exercice de ses fonctions ». L'ouvrier qui pilotait la grue a oublié d'attacher une plaque de béton qui a écrasé les jambes du père de Roman Abramovich. Il est mort après 8 jours d'agonie. Alors que Roman n'a pas encore 3 ans, un de ses oncles paternels le recueille chez lui, dans la ville voisine d'Ourta. Collégien, il part vivre à Moscou, chez sa grand-mère et son deuxième oncle. L'adolescent ne se montre pas très intéressé par les diplômes et les études. Au procès de Londres, la juge Gloucester découvre peu à peu le monde sans merci des oligarques russes. Pour la convaincre, le propriétaire de Chelsea raconte son histoire de self-made man soviétique qui aurait appris les codes de l'Occident en devenant milliardaire. J'ai débuté ma carrière d'homme d'affaires en 1987, quand le gouvernement soviétique de Mikhaïl Gorbatchev a lancé la perestroïka. J'ai fait partie des premiers entrepreneurs de l'URSS en lançant Ouyut, une coopérative de fabrication de jouets en plastique pour enfants. Le jeune soviétique profite de la libéralisation du régime par Mikhaïl Gorbatchev. Le dirigeant soviétique ne met pas seulement fin à la guerre froide avec l'Occident. Pour relancer l'économie, il fait souffler un vent de liberté et de démocratie sur l'URSS. Après 70 ans de dictature et de propagande, la jeunesse russe découvre la liberté de penser et de s'exprimer. Коммунизм и фашизм — это одно и то же. В принципе, считаю, это две тоталитарные системы. В принципе, они очень похожи, только вывеска разная. Ни там демократии нет, и пахнуть не могло. Loin de ses considérations politiques, Roman Abramovich n'a qu'une idée en tête, faire des affaires, y compris au marché noir. Il n'était pas tellement soviétique. Il avait déjà l'esprit d'entreprise depuis très jeune. Par exemple, il allait à Moscou, remplissait une valise de jeans et de parfums pour les revendre à Ourta, dans les commis où il avait grandi. C'est le genre d'endroit où on ne trouvait ni Chanel ni Levi's. Il revendait tout ça avec une belle marge. Mais le marché noir et les ventes de jouets en plastique devant les grands magasins ne sont qu'un galop d'essai. À la chute de l'Empire soviétique en décembre 1991, Abramovich va faire fortune grâce aux privatisations du président Boris Yeltsin. Sidérurgie, produits chimiques, agroalimentaire. Avec la mise aux enchères des usines et des biens d'État, tout est à vendre, tout est à prendre. L'idée était de tout retirer des mains de l'État et de tout privatiser le plus vite possible afin que l'Union soviétique et son régime effrayant, cet empire du mal, ne puissent pas se relever. Bien sûr, la corruption était inévitable. À 25 ans, Abramovich se lance dans les exportations de pétrole. Il paye $1 le baril, le pétrole qu'il revend $100 à l'export. Dans un chaos économique total et le chacun pour soi. En juillet 1992, ils se retrouvent ainsi en garde à vue à Moscou. Dans leur PV, les policiers l'accusent d'avoir détourné 55 wagons-citernes de diesel.
Roman a dit que ce n'était qu'une affaire de retard de paiement de cette cargaison et que quand l'argent est arrivé, il a tout de suite été libéré. Ça, c'est son explication. Mais il y en a une autre. Il refusait de payer jusqu'à ce qu'il l'arrête. Et quand ils l'ont mis en garde à vue, ils sont rapidement tombés d'accord. Je vous paie ce que je dois et vous me libérez. Voilà. Une histoire habituelle à l'époque. Après avoir payé sa dette, Abramovich est relâché et son affaire classée. Mais le jeune trader comprend qu'il a besoin de protection. Car à l'époque, les règlements de compte font des milliers de morts parmi les nouveaux businessmen. Dans les années 90, les hommes d'affaires étaient attaqués de tous les côtés. Parfois par des gangsters, parfois par les services secrets, parfois même par une combinaison des deux. En juin 1994, le futur associé d'Abramovich, Boris Berezovsky, réchappe de peu à un attentat à la voiture piégée devant son club privé. La Mercedes de Boris venait de passer le portail quand la voiture d'à côté a explosé. Le chauffeur a été tué sur le coup. Son agent de sécurité a été grièvement blessé. La scène était terrible. Boris s'en est tiré avec de graves brûlures. Il a vraiment eu de la chance de ne pas être tué. Cette tentative d'assassinat était bien préparée. Il y a eu plusieurs enquêtes, mais on n'a jamais su qui était derrière. Mathématicien de formation, Berezovsky est le plus influent des oligarques. En plus de son réseau de concessionnaires automobiles Logovaz, qui distribue les Lada, il investit aussi dans la banque, le pétrole, jusqu'à la compagnie nationale Aeroflot. Mais cette ruée sur les biens d'État qui profitent aux oligarques et à l'ancienne caste dirigeante de l'URSS rend le président Yeltsin de plus en plus impopulaire. Avec la réorganisation totale de l'économie, la Russie s'enfonce dans les pénuries. Да нет, с такими яблоками нет, а цена очень большая. Вот утром встаешь и не знаешь, допустим, выходной день, даже не знаешь, куда пойти, где чего купить. La colère gronde contre la liberté des prix et une haine tenace s'installe contre les nouveaux riches, comme Berezovsky et Abramovich. Le pouvoir du président Yeltsin est menacé. Il faut bien l'admettre, cette réforme était injuste, parce que tous les citoyens n'ont pas profité des privatisations. Seul un cercle étroit de personnes en a bénéficié. Ce fut une transition difficile, avec des conséquences douloureuses, presque dramatiques. La Russie a été frappée par une récession de 30% de son économie. Ce jour de 1996 au Kremlin, on célèbre la réélection inespérée du président Boris Yeltsin. Le chef de l'État a été sauvé grâce à une campagne des chaînes de télé que contrôlent des banquiers russes. Ils ont joué sur la peur d'un retour au pouvoir des communistes. L'oligarque Boris Berezovsky est aux premières loges. Roman Abramovich le suit comme son ombre. Le jeune trader n'a pas encore 30 ans, Berezovsky 20 ans de plus. Ensemble, ils sont en train de créer une compagnie pétrolière, Sibneft, pour Pétrole de Sibérie. C'est un banquier qui les a présentés, Piotr Aven. Roman et Boris ont fait connaissance sur le yacht de Piotr Aven. Copain de fac de Berezovsky et responsable de ses concessions automobiles, Yuli Dubov se rappelle de l'enthousiasme de Boris pour l'idée de Roman. Réunir dans la même compagnie une raffinerie et des champs de pétrole. Abramovich a demandé à Piotr comment s'y prendre pour créer Sibneft.
Il a répondu, le seul qui peut t'aider, c'est Berezovski. Boris s'est enflammé pour l'idée. Il a débarqué du yacht et est rentré à Moscou. En 2 jours, il avait obtenu toutes les autorisations pour la création de Sibneft. Il est retourné dans les Caraïbes et leur a montré les documents. À chaque audience du procès du siècle, Roman Abramovitch se déplace en personne, car c'est 1/3 de sa fortune qui est en jeu. Face à Boris Berezovski, Abramovitch entame une entreprise de dénigrement de son ancien partenaire, décrit comme un ambitieux en mal d'argent. Monsieur Berezovski est un homme qui a de grandes idées et de grandes ambitions politiques, avec des besoins d'argent importants pour les financer. Il avait constamment besoin de fonds pour maintenir son influence et son prestige, ainsi que son image d'homme de pouvoir. En 1996, pourtant, Abramovitch commence lui aussi à faire du lobbying politique, dans l'ombre de Berezovski. Boris le grand frère ouvre les portes du Kremlin jusqu'au président. Ensemble, Boris et Roman deviennent un tandem au cœur du pouvoir. Berezovski, qui a occupé plusieurs fonctions officielles sous Boris Yeltsin, à l'oreille du président. Yeltsin ne peut pas se représenter à un 3e mandat. Alors que les conservateurs sont aux portes du pouvoir, Berezovski a un plan pour faire élire un successeur en l'an 2000. Berezovski est allé voir Yeltsin et lui a dit « Boris Nikolaïevitch, les prochaines élections ont lieu en 2000. Et les élections, c'est la télévision et l'argent. C'est tout. La télévision sera ma chaîne ORT, dont j'ai 50%, et l'argent, ce sera Sibneft. » Et c'est comme ça que toutes les opérations du Kremlin ont été financées avec l'argent de Sibneft et d'Abramovitch. Grâce à son partenaire, Abramovitch fait son entrée dans le cercle très fermé du clan Yeltsin. Surnommée la famille car dirigée par Tatiana, la fille du président, et son nouveau mari, le conseiller Yumashev. À l'époque, ce qu'on appelait la famille Yeltsin, c'était Abramovitch, Berezovski, Voloshin, Yumashev et Tatiana Diatchenko, la fille du président. Ce sont ces 5 personnes, le clan du Kremlin, qui ont décidé qui serait le prochain président de la Russie. Poutine. Тех кандидатов, которые сегодня на политическом рынке, я считаю, что Путин лучше других. Je me rappelle d'une conversation avec Berezovski sur Poutine. J'ai essayé de lui dire, une fois de plus, bien avant l'élection de Poutine, que c'était une erreur. Et il m'a répondu, Youra, tu n'y comprends rien. Quelle différence cela fait-il qu'il ait travaillé pour le KGB ou qu'il ait dirigé les services russes? C'est nous qui avons l'argent. Je lui ai répondu, mais Boria, ils te prendront cet argent dès qu'ils seront au pouvoir. Mais Boris Berezovski et le clan Yeltsin sont sous la pression de la justice russe aux mains des conservateurs. Début 1999, le siège de Sibneft est perquisitionné pour fraude fiscale. Sans résultat. Pour bénéficier d'une immunité parlementaire,
Berezovski et Abramovich se font élire députés de la Douma et financent la création du parti Unité pour soutenir la candidature de Poutine à la présidence du pays. Добрый день, уважаемые друзья. Владимир Владимирович Poutine. Quand Poutine est intronisé chef de l'État, la famille Yeltsin fait confiance à celui qu'ils ont choisi pour ramener l'ordre. D'ailleurs, le nouveau président désigne comme Premier ministre Mikhail Kasyanov, un libéral du clan Yeltsin. Poutine semblait être un jeune homme énergique et désireux de soutenir les réformes. Il m'a dit « Moi aussi, j'ai mes exigences ». Il m'a dit de ne pas marcher sur ses plates-bandes et de ne pas me mêler des ministères régaliens, c'est-à-dire toutes les organisations militaires, les services spéciaux, l'armée, etc. J'ai accepté cette séparation des pouvoirs entre gentlemen. Mais Poutine n'est pas un gentleman. À peine entré en fonction, il s'attaque à la séparation des pouvoirs de la jeune démocratie russe. Quand Poutine est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a faite a été de prendre le contrôle de deux systèmes, les médias et le pouvoir judiciaire. Les médias, c'est facile à comprendre. Il savait parfaitement à qui il devait son élection. Lui, le petit fonctionnaire. Lui, l'inconnu qui venait de se faire élire grâce à la télévision. Quelques jours à peine après l'investiture du nouveau président, la justice démantèle Mediamost, premier groupe de radio-télévision privée du pays, accusé de fraude fiscale. La radio phare du groupe, c'est Écho de Moscou, avec son rédacteur en chef vedette Alexei Venediktov. Depuis la perestroïka, Venediktov jouit d'une liberté totale et a reçu tous les grands de ce monde. En pleine reprise en main, il reçoit l'appel d'un émissaire de Poutine, Roman Abramovich. Roman m'a appelé, je ne le connaissais pas, et il m'a dit « Venez, je suis installé dans la datcha de Brejnev. Il faut qu'on se parle. » J'y suis allé. Il a tenté de faire ami-ami, et il m'a expliqué à quel point Poutine était super. Je lui ai dit que je pouvais m'entendre avec tout le monde, mais que la liberté d'expression, c'était intouchable. Si je reste à la tête de la radio, ça me va. Si vous nommez un commissaire politique au-dessus de moi, je m'en vais. C'est tout. C'est comme ça qu'on s'est quittés. Roman s'est comporté comme un allié naturel de Poutine. Toléré par le régime, le journaliste défendra la liberté éditoriale de sa radio pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa fermeture par la censure au moment de la guerre en Ukraine. Alors qu'en 2000, Abramovich choisit Poutine, son ancien partenaire Boris Berezovski dénonce la direction prise par le nouveau président. Я считаю, что у России нет шанса к успеху через латиноамериканскую модель. Мы придем в конечном счете к жесткой диктатуре, которая раздавит в конечном счете экономику. Dans son bras de fer avec Poutine, Berezovski profite d'une catastrophe qui fragilise le nouveau président. C'est un compte à rebours terrible pour la centaine de marins russes prisonniers à bord du sous-marin nucléaire Kursk. Le 12 août 2000, le sous-marin nucléaire Kursk sombre à la suite d'une explosion à bord. ORT, la chaîne de télé de Berezovski, fustige le chef de l'État.
Au moment du drame, le président russe, en vacances sur la mer Noire, tarde à rentrer à Moscou. Quand il accepte enfin l'aide de l'étranger après une semaine, les 118 marins sont morts. À Mourmansk, il est accueilli par l'indignation des familles. Трудно было себе представить, и мне, в том числе, могу сказать откровенно, мы знали, что у нас страна в трудном положении. 100 jours après son élection, c'est la première et la dernière fois que Poutine semble déstabilisé. Il veut la peau de Berezovski. Menacé d'arrestation, l'oligarque prend la fuite, d'abord en France puis à Londres. Le Kremlin veut le forcer à vendre sa chaîne de télé ORT. Roman Abramovich va s'en charger. 10 ans plus tard, les dessous de cette affaire sont révélés devant le tribunal à Londres. Quand Boris Berezovski est parti en exil, c'est son ami Yuli Dubov, resté à Moscou, qui a négocié la vente de la chaîne de télé comme il a pu. Il s'est retrouvé face à un Roman Abramovich en position de force. C'est moi qui ai vendu la chaîne ORT. Le Govaz détenait 11% du capital. Autour de Noël, Roman m'appelle et me dit « On t'achète les 11% d'ORT ». Je me suis arrangé avec Boris. J'ai dit « Bien, mais pour combien ?» Il dit « Pour rien ». Je dis « Attends, pour rien ? Ce n'est pas légal. » 5 minutes plus tard, Boris appelle et me dit « Il te faut combien au minimum ?» Et je réponds « 30 000 $. Je lui ai dit « Boris, tu comprends que tu es en train de brader un actif très important ?» Il m'a répondu « C'est le prix de la liberté de Nikolai Glouchkov. » Nikolai Glouchkov est un intime de Berezovski. Il est aussi le patron de l'Aéroflotte. Accusé de détournement de fonds, il a été jeté en prison et transformé en monnaie d'échange par le Kremlin. J'ai rappelé Roman et je suis allé à Sibnieft. Quand nous nous sommes rencontrés, je tenais mon papier à la main et j'ai dit « Roma, c'est vrai que si je te donne ce papier, Kolya Glouchkov sera libéré ?» Il a dit « À la minute où tu me le donnes ». Il a eu son papier. Mais Glouchkov n'a pas été remis en liberté. Parole contre parole, Roman nie cette rencontre. Le milliardaire estime avoir dédommagé Berezovski par une compensation globale de plusieurs centaines de millions de dollars pour la chaîne ORT et tout le reste. Mais face à son ancien partenaire qui l'accuse de vente forcée et lui réclame plusieurs milliards, il est sans état d'âme. J'hésiterais à parler d'un ancien ami, même si j'ai encore de l'affection pour lui. Notre relation très spéciale était typique de cette Russie post-communiste. Je crois que le bon terme pour décrire notre relation est le mot russe « krisha ». Littéralement, ça veut dire le toit. Il y a bien sûr différentes sortes de toits de krisha. Krisha, à la base, c'est la protection que les gangsters fournissent aux hommes d'affaires. Si l'État ne te protège pas, tu vas voir des gangsters et c'est eux qui s'en chargent. Et le meilleur de tous les krishas, c'est le président, la personne qui dirige le pays. Si le président te protège, il ne peut rien t'arriver. Un krisha, c'est soit une protection politique, soit une protection physique. Et moi, j'avais besoin des deux pour mes affaires. On s'est retrouvés tous les deux avec Boris Berezovski.
Il m'a dit, mais ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. C'est moi qui l'ai aidé à devenir Roman Abramovich. C'est à moi qu'il doit tout ça. Et voilà qu'il se retourne contre moi. Pour Boris, c'était une immense déception. L'heure du verdict approche. Abramovich sent que le vent tourne en sa faveur. Dans son costume d'homme d'affaires international, il joue les codes de l'Occident. Berezovsky, au contraire, est pris au piège de son image des années Yeltsin. Et il n'a aucun contrat écrit à présenter à la juge. La juge voulait qu'en plein milieu du chaos des années 90, on lui présente des documents, de la paperasse, des preuves légales. Or, dans ce monde de gangsters et de politiciens qui étaient des gangsters et de gangsters qui étaient des politiciens, une poignée de main suffisait. Et avec son esprit légaliste britannique, elle n'a rien compris à la réalité de cette époque. Après un an de procès à rebondissement, le 31 août 2012, Boris Berezovsky est débouté par la juge britannique. How did you feel? Yeah, I absolutely amazed what happened today. I surprised completely, and particularly because Lady Gloucester took responsibility to rewrite Russian history. Because, okay, let's forget. Dans ce verdict, Abramovich s'en sort sans une égratignure, alors que Berezovsky passe pour le méchant. C'est totalement à sens unique, car tout le monde savait en Russie qu'ils étaient partenaires en affaires et que sur le fond, Berezovsky disait la vérité. Everything what presented Abramovich in the court was lie. Everything. Starting from the point that we haven't been partner, and so it's well known in all business community. Dire nous n'avons jamais été partenaires, ce n'était pas vrai. Je le savais, Boris le savait. Roman Abramovich le savait, tous les témoins le savaient, toute la Russie le savait. Et pourtant, il a prétendu le contraire. Sometimes I had the impression that Putin himself wrote this judgment. Sometimes I had this impression. Roman est un homme très prudent et très intelligent. Il estime qu'il vaut toujours mieux être avec le gagnant qu'avec le perdant. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'y a que les personnes ordinaires qui peuvent se permettre de tenir compte de considérations morales. 6 mois après le procès du siècle, Boris Berezovsky a été retrouvé pendu dans la salle de bain d'une de ses propriétés près de Londres. Il avait 67 ans. Meurtre ou suicide? À ce jour, l'enquête reste ouverte. À Moscou, fin 2000, les oligarques comprennent que pour survivre, il faut signer le pacte de soumission au maître du Kremlin. Вот вообще кто такие олигархи, есть ли они, сохранились ли они? У нас в стране под олигархами понимали представители крупного бизнеса, которые из тени за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений. Те, которые влияют из тени, я таких уже вокруг себя не наблюдаю. И думаю, что это тоже плюс. Roman Abramovich a bien compris le message de Poutine et les nouvelles règles du jeu qu'il a édictées. Fini la période chaotique de transition de la Russie semi-démocratique des années 90 de Boris Yeltsin. Place à un nouveau régime autocratique dirigé par un homme fort, un tsar, en la personne de Vladimir Poutine. Désormais, c'est aux membres du clan Yeltsin de donner des gages de fidélité. En décembre 2000, Roman Abramovich propose à Poutine de devenir gouverneur de région.
Poutine lui a dit « Tu ne fais que conseiller, montre-nous de quoi tu es capable ». Ah, c'est comme ça. Eh bien, donnez-moi la partie la plus orientale du pays. Pour lui, c'était comme relever un défi. Cette région que part diriger Abramovitch, c'est la Tchoukotka, à 9 heures d'avion de Moscou sur l'océan Pacifique. 70 000 habitants vivent sur ce territoire grand comme une fois et demie la France. Dans les années 60, cette terre hostile sert de décor à un film de propagande à la gloire de la conquête de l'Est par l'Empire soviétique. Le chef de la Tchoukotka raconte l'histoire d'un jeune gouverneur bolchevique, redonnant fierté et prospérité aux Tchoukts, un peuple sibérien, éleveur de rennes. En décembre 2000, quand le gouverneur Abramovitch débarque à son tour à Anadyr, la capitale, c'est en nouveau chef de la Tchoukotka qu'il découvre une région à l'abandon. Quand on a survolé la ville en hélicoptère, Roman a remarqué les milliers de barils abandonnés, mais aussi des rails, des hublots. Bref, il y avait des déchets métalliques partout. La situation était terrible. Il n'y avait rien à acheter en magasin. Au printemps, les gens n'avaient plus rien à manger là-bas, même pas des pommes de terre ou du chou. Клянусь, добросовестно исполнять обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, защищать интересы автономного округа, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Чукотского автономного округа. Oh dear. Here we go. First day out with the dogs. Ah, it seems such a romantic idea back in Britain. En janvier 2001, l'explorateur britannique Benedict Allen entame la traversée de la Tchoukotka grâce à une autorisation spéciale du nouveau gouverneur Abramovitch. On était au bout du monde. Les immeubles étaient à l'abandon, toutes les vitres étaient brisées. On aurait dit une ville bombardée. Dans ce dénuement total, l'alcool est devenu une arme de destruction sociale. J'ai vu des femmes totalement ivres se traîner par les cheveux. La vie était rude. Il y avait des bagarres tout le temps, des gens ivres morts par terre. J'avais l'impression que les gens ici attendaient quelque chose. Un soir de tempête, il se réfugie dans une auberge avec ses guides locaux. On est entré poussé par le blizzard, au milieu d'une bourrasque de neige fraîche. Face à nous, il y avait une grande table, bien dressée, avec plein de gens autour. On aurait dit qu'ils sortaient de l'université. Ils étaient bien habillés, et surtout, il n'y avait pas d'alcool. L'un d'eux m'a dit « Vous savez qui est ce gars là-bas, au bout de la table ?» Non ? Pourquoi ? Il m'a dit « C'est l'un des hommes les plus riches de la planète. » C'était lui, Roman Abramovitch, le milliardaire. C'était le gouverneur. Sur ses propres fonds, Roman Abramovitch fait réapprovisionner les magasins, nettoyer les rues et reconstruire la capitale, Anadyr. Il a fait venir de Moscou ses entreprises de BTP. Ils ont repeint toutes les maisons en couleurs chatoyantes.
En rouge, en bleu, en vert, en jaune. La ville s'est mise à ressembler à un grand jardin d'enfants. Entouré d'une équipe de collaborateurs de sa compagnie pétrolière, le gouverneur vient redresser la Tchoukotka en chef d'entreprise. À coups de milliards, mais sans faire l'aumône. Деньги будут выплачиваться только за работу. Никакую гуманитарную помощь завозить в села правительство не станет. Продуктов сейчас хватает, зарплата платится вовремя. Те, кто не хотят или разучились работать, должны решать свои проблемы самостоятельно. Abramovich relance aussi la vie culturelle de la région, avec des festivals, des concerts et une idée sociale. Faire découvrir les bords de la mer Noire aux enfants de Tchoukotka, à 8000 km de là. Il a décidé d'envoyer tous les enfants de moins de 14 ans dans la station balnéaire d'Evpatoria. Pendant 5 ans, par petits groupes, tous les enfants de la Tchoukotka sont allés au bord de la mer Noire. À la fin de son périple de 1600 km en Tchoukotka, l'explorateur Benedict Allen obtient un rendez-vous avec Roman Abramovich en personne. Il n'était pas du genre à dire « c'est moi, Abramovich » derrière son bureau. Il s'est levé, plutôt timide, tête baissée, en évitant mon regard. J'ai trouvé ça étonnant qu'il ne cherche pas à me jauger. Rien de tout cela. Je lui ai dit merci, et aussi merci de la part des Tchouktches. Ils vous aiment beaucoup. Il m'a dit « Ah bon? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» Quand vous êtes arrivés, ils se sont dit qu'ils pouvaient vous faire confiance. Il a dit « Mais pourquoi ?» J'ai dit « Parce qu'ils ont appris que vous veniez d'un milieu modeste, que vous étiez orphelin, et cela vous rapprochait d'eux. » Il a répondu « J'ai fait de mon mieux pour eux. » Et c'est tout. Et il m'a demandé « Et vous rentrez comment à Moscou? Prenez mon jet. » En 8 ans, le gouverneur Abramovich a réussi à remettre la Tchoukotka à flot. Pas en pure perte, car au passage, sa compagnie pétrolière a touché des centaines de millions de dollars d'aide à l'investissement. Entre autres, pour construire le terminal d'Anadyr et défiscaliser ses exportations de brut, le temps de ses 2 mandats. Une nuit, le conseiller présidentiel Voloshin m'appelle et me dit « Dans 1 heure, on annonce qu'Abramovich achète Chelsea. Tu peux sortir l'info. » Chelsea is being sold to the Russian oil tycoon and politician Roman Abramovich in a deal costing £140 million. À 37 ans, Roman Abramovich rêve désormais de reconnaissance internationale. Il devient le visage de ces nouveaux riches russes qui débarquent en Occident et dépensent sans compter. Une fois, je suis allé à Chelsea. C'était incroyable comment les fans ont accueilli Roman. Ils se sont tous levés à son arrivée et se sont mis à chanter Kalinka, Kalinka. Et quand il est sorti après le match, il y avait une foule de supporters qui lui demandaient des autographes. Au moment où leur famille s'agrandit, Abramovich et sa femme Irina sont parmi les premiers habitants de Londongrad, la petite Moscou des oligarques. Ils font flamber l'immobilier de Mayfair à Kensington, à 2 pas des ambassades.
On a alors compris que la décision d'acheter Chelsea avait un but politique. Abramovich savait que cela lui permettait d'intégrer la haute société britannique. Abramovich aime les demeures de prestige. En France, au Cap d'Antibes, il dépense 100 millions d'euros pour refaire et agrandir le château Lacreux. Cette propriété où le roi Édouard VII avait trouvé refuge après avoir renoncé au trône d'Angleterre par amour. Pour Chelsea, il veut les meilleurs et il est prêt à tout. Mr. Abramovich has brought in the big boat for the quarterfinals, le Grand Bleu. Comme débarquer en yacht au Portugal un jour de quart de finale de l'Angleterre, sa cible, Wayne Rooney, la star du football britannique de l'époque. Maybe. Thank you. I'll ask you later. Okay. We'll be here. Toute cette histoire de Chelsea a été pour Abramovich un moyen de prendre ses distances avec le pouvoir, de se créer une sorte de vie parallèle, loin de tout ça. Mais ça n'a pas marché. Fin 2003, Abramovich est rappelé à Moscou par le premier scandale international de l'ère Poutine, l'affaire Yukos. Abramovich est tombé d'accord avec l'oligarque Mikhail Khodorkovsky pour lui vendre Sibneft pour 12 milliards de dollars. L'homme d'affaires est sur le point de créer la première multinationale russe, mais Poutine n'en veut pas. Il veut garder la main sur le pétrole et le gaz. Poutine était très mécontent. En plus, beaucoup d'investisseurs étrangers voulaient entrer au capital. Et eux, ils auraient été beaucoup plus difficiles à intimider. Pas question de leur donner des ordres comme Poutine avait commencé à le faire avec les hommes d'affaires russes. Pendant plusieurs semaines, l'oligarque pense être assez fort pour défier publiquement Poutine et la justice russe. Если они хотят, чтобы я стал политэмигрантом, я не стану. Если они хотят, чтобы я сел в тюрьму, при сегодняшней системе поведения, которая сейчас нам демонстрируется, это легко, пожалуйста, могут сделать. Grave erreur de jugement, car dans la foulée, Khodorkovsky est accusé de fraude fiscale. Khodorkovsky ne pensait pas qu'on allait l'arrêter, qu'on pouvait détruire sa compagnie, parce qu'il croyait qu'il était trop bien implanté dans le système mondial, avec cette fusion Yukos-Sibneft. Et pourtant, ils l'ont détruit. Arrêté en octobre 2003, il sera condamné à 10 ans de prison, au cours d'une des premières parodies de procès de la dictature qui s'installe. En mettant Mikhail Khodorkovsky en prison, c'est comme s'il leur avait dit à tous « Voilà ce qui attend ceux qui ne se plient pas à mes ordres, qui que ce soit ». Roman Abramovich est le premier des oligarques à obéir. À la première alerte, il a annulé la fusion. Une fois de plus, l'équilibriste n'a eu aucune hésitation face au nouveau virage autoritaire du président. Уважаемые граждане России, в соответствии со статьей 117 Конституции России, мною принято решение об отставке правительства. Quand Poutine limoge le gouvernement Kasyanov début 2004, le monde démocratique russe comprend son erreur. Ils ont fait entrer le loup dans la bergerie, mais il est trop tard. Lorsque j'ai quitté le bureau de Poutine, le chef de son secrétariat, Igor Sechin, se tenait à l'entrée de la salle de réception. Et il m'a dit « Merci beaucoup, vous nous avez appris comment gérer le pays. Maintenant, nous pensons que nous pouvons le faire nous-mêmes. »
Quant à Abramovich, il fait désormais partie des oligarques qui ont lié leur sort au régime. Abramovich a réussi à franchir tous ces obstacles, sans prendre parti, ne comptant que sur lui-même. Et sa plus grosse récompense a été de vendre Sibneft. Je veux dire, d'être autorisé à vendre Sibneft à Gazprom. En 2005, le géant d'État Gazprom rachète Sibneft pour 13 milliards de dollars, soit un bonus de plus de 3 milliards de dollars pour Abramovich. Des sommes qui sont à l'origine de rumeurs de rétrocommission au nouveau clan du Kremlin. Aujourd'hui, l'oligarchie, ce sont les amis de Poutine. Ils sont devenus milliardaires du jour au lendemain quand il est arrivé au pouvoir et qu'il a repris et redistribué les privatisations. Les grands hommes d'affaires des années 90 ne sont plus que des exécutants aux ordres de Poutine, parce qu'il les tient tous par la peur. Pour Abramovich, bienvenue dans la galaxie Poutine. Lui et les autres oligarques gravitent autour du noyau dur d'anciens espions du KGB, de proches et d'amis d'enfance du chef de l'État. Le plus connu, c'est Igor Sechin. L'ancien secrétaire particulier de Poutine est propulsé à la tête de Rosneft, un géant pétrolier constitué sur les cendres de Yukos. Parmi les rouages de cette nébuleuse, Sergueï Kolesnikov, patron d'une entreprise d'équipements médicaux à qui les oligarques, comme Abramovich, font des donations. Mais un jour de 2010, Kolesnikov s'insurge contre le détournement à grande échelle de ses dons. Il quitte la Russie en faisant des révélations publiques. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, I am speaking here as a person who was directly impacted by a system of the Russian corruption. Furthermore, I had unique chance to observe this system from within and made a conscious... 10 ans après sa fuite, les révélations de Sergueï Kolesnikov sont reprises par le plus connu des opposants à Poutine, Alexei Navalny. Своими глазами убедимся в том, что этот человек в своей тяге к роскоши, к богатству спятил совершенно. Ces 2 heures d'investigation sur le clan Poutine ont été vues 126 millions de fois. Предлагал этим, так сказать, будем считать, олигархам участвовать в каких-то благотворительных программах. Ce que décrit Kolesnikov dans ce film est un système de raquettes institutionnel par le régime de Poutine. Abramovich participe à cette caisse noire. Sur les 200 millions de dollars versés pour des infrastructures médicales pour enfants, 35% des fonds financent en réalité une immense construction sur la mer Noire. Это новый Версаль или новый Зимний дворец, по-настоящему царское место. Un palais de 18 000 mètres carrés, un héliport, plusieurs piscines, un amphithéâtre. Президентский срок не может быть вечным, и уже близок конец, надо передавать. Все-таки как-то на пенсию-то хочется что-то иметь. C'est un État organisé comme une mafia, qui a adapté les méthodes de fonctionnement de la mafia et les structures de la mafia, pour ses besoins. Un palais pour Poutine, mais aussi le financement des JO ou le mondial de foot de 2018, jusqu'aux dépenses d'armement. En bon équilibriste, Abramovich participe au pot commun imposé par le président. Où se trouve l'argent de Poutine? Nulle part, et en même temps partout. Parce que tous ces gens, tous ces oligarques, tout leur argent, c'est aussi, dans une certaine mesure, celui de Poutine. Poutine n'a pas ramené les oligarques dans le rang.
Il est le plus puissant des oligarques. Il trône au-dessus de cette structure où l'argent et le pouvoir se confondent. Où l'argent, c'est du pouvoir en liquide. Et d'où il arbitre entre les différentes factions, les différents clans du Kremlin. Abramovich s'est remarquablement adapté à cette situation. Il a été un des premiers à le faire. Et on peut même dire qu'il a participé à la conception de cette symbiose entre le capital et le pouvoir. Mais avec la fuite en avant du régime, il se retrouve pris au piège de son pacte avec le président quand un scandale éclate en Angleterre. Prosecutors from the CPS Counter-Terrorism Division have considered the evidence and have concluded that there is sufficient evidence to conspiracy to murder Sergei Skripal, attempted murder of Sergei Skripal, Yulia Skripal, use and possession of Novichok, contrary to the Chemical Weapons Act, and causing grievous... En mars 2018, l'affaire Skripal crée une rupture entre Londres et Moscou. Les tueurs filmés à Salisbury, à l'ouest de Londres par les caméras de surveillance, appartiennent au renseignement militaire russe, le GRU. Leur cible est un ancien agent double en exil, Sergei Skripal et sa fille Yulia, qui s'en tireront après plusieurs semaines d'hôpital. Le Kremlin nie l'évidence, jusqu'à tenter de faire passer ces deux agents secrets pour de simples touristes russes. Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну, ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Ну, посмотрим в ближайшее время. Они гражданские? Что? Они гражданские? Не слышу. Гражданские? Гражданские, конечно. Ну, конечно. Plus de 150 diplomates russes sont expulsés des pays occidentaux et les oligarques se voient retirer leur Golden Visa qui leur permettait de circuler librement en Occident. Abramovich a été pris dans les mailles du filet et on ne lui a pas renouvelé son visa. Du coup, il a commencé à avoir des problèmes pour aller et venir. Mais malgré tout, il était membre de l'establishment. Et pas seulement lui. Ils sont très nombreux à avoir leurs entrées, en particulier dans le Parti conservateur. Plus de 3 millions de livres de donations d'oligarques russes ont été distribués, soit au parti, soit aux députés, soit même à des ministres. C'était une opération d'influence. La députée britannique anticorruption Margaret Hodge pousse à l'adoption de sanctions contre les oligarques du Kremlin. Elle se retrouve confrontée au lobbying d'Abramovich. Abramovich ne s'est pas déplacé. Il m'a envoyé une émissaire qui a tenté de me convaincre qu'il finançait des œuvres charitables. Je lui ai demandé « Avec quel argent ?» Elle ne m'a pas répondu. Je lui ai reposé la question. Après un bon quart d'heure de dialogue de sourds, elle est partie. Aussitôt, un de mes collègues députés m'a appelé et m'a dit « Mais pourquoi tu t'en prends à Abramovich? Il pourrait retirer tout son argent de Chelsea. » Et là, je lui ai répondu « Je m'en moque, je suis pour Arsenal. » Abramovich veut un passeport européen pour voyager librement. Alors il va réveiller ses racines. À 60 km de la mer Baltique, Tauragė est une bourgade endormie de Lituanie. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les grands-parents paternels d'Abramovich vivaient ici avec leurs 3 fils, dont le père de Roman.
des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est bien intégrés dans ces anciens territoires de l'Empire russe, devenus indépendants après la Première Guerre mondiale. Nachman Abramovitch, le grand-père, possède un hôtel, un restaurant, une brasserie, et sa femme Taïbé, 26 hectares de terre. Mais en juin 1940, les Abramovitch deviennent citoyens soviétiques du jour au lendemain. Après le partage de la Pologne avec Hitler, Staline annexe les 3 républiques baltes en vertu de leur pacte secret. Les Abramovitch échappent à la Shoah, pas aux répressions staliniennes. Le 14 juin 1941, une semaine avant l'invasion allemande, le NKVD, la police secrète de Staline, arrête Nachman Abramovitch et sa famille. Ils sont déportés comme des dizaines de milliers de Baltes, dont l'histoire est préservée dans ce mémorial. Il a été considéré comme un criminel. Quand tu appartenais à la bourgeoisie, tu étais un ennemi du peuple à anéantir. La police l'a d'abord accusé d'avoir financé une organisation bourgeoise. Et puis elle l'a transformé en organisation fasciste. Tandis que sa femme et ses 3 fils sont déportés dans le Grand Nord, Nachman Abramovitch est envoyé au goulag de Krasnoïarsk, en Sibérie. Il était dans la force de l'âge. Il n'avait même pas 54 ans quand il est arrivé. Comme l'indique son dossier secret, Nachman a été exécuté moins d'1 an après son arrivée. Il avait déjà été fusillé depuis 6 mois quand son affaire a été jugée. Il était déjà mort. Ils ont condamné un homme déjà mort à 5 ans de camp. Le prénom hébraïque de Roman Abramovitch est Nachman, comme son grand-père assassiné. Ses origines juives lui ont permis en 2021 de profiter d'une loi portugaise, accordant un passeport à tous ceux pouvant faire la preuve qu'ils descendent de juifs chassés d'Espagne au XVe siècle. Grâce à ce sésame européen, Abramovitch avait retrouvé sa liberté de voyager quand l'ex-députée européenne Ana Gomes a saisi la justice. J'ai reçu une lettre anonyme très détaillée, très crédible, sur un système mis en place pour détourner la loi sur la nationalité portugaise. Ce montage élaboré servait aux oligarques, aux mafieux et aux réseaux criminels du monde entier pour circuler librement dans l'espace Schengen. Juste avant la guerre en Ukraine, le parquet portugais découvre un système de certificat de complaisance de la communauté juive de Porto, qui met en lumière la facilité avec laquelle Abramovitch a obtenu son passeport. Il ne fait aucun doute qu'il est juif, mais c'est aussi un formidable opportuniste qui sait que l'argent peut acheter beaucoup de choses. Et dans le cas présent, il s'est acheté sa nationalité portugaise grâce à un stratagème de corruption très astucieux. Juif ashkénaze d'Europe centrale, Abramovitch s'est transformé en juif séfarade d'Espagne par le jeu de certificats rabbiniques, dont un rédigé par le rabbin de Moscou Alexandre Boroda, un ami qu'il finance depuis des années, proche du Kremlin. Le rabbin Alexander Boroda lui a remis une lettre certifiant qu'Abramovitch était d'origine séfarade, alors que tout le monde sait qu'il est d'origine ashkénaze. À la suite de quoi, Abramovitch a obtenu la nationalité portugaise en 3 mois, alors que d'habitude, le processus prend au moins 10 mois. Même la page Wikipédia d'Abramovitch a été modifiée pour coller à cette narration.
Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, l'oligarque tente par tous les moyens d'échapper à la liste des parias du clan Poutine. Après avoir mis ses yachts à l'abri en Turquie, qui n'applique pas les sanctions occidentales, il fait la navette entre Moscou et ses résidences dans les pays qui veulent bien de lui, d'Istanbul à Dubaï. Roman Abramovich joue désormais son avenir à qui tout double. Médiateur et homme de paix d'un dictateur qui veut la guerre. Le milliardaire russe Roman Abramovich joue les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre. Tout ce qu'il fait sur l'Ukraine, je ne peux pas dire qu'il a un mandat de Poutine, mais il a l'autorisation de Poutine pour travailler avec le président Zelensky. Du point de vue ukrainien, Abramovich est moins compromis que d'autres politiciens ou que d'autres oligarques. On estime qu'il a une liberté d'action et une liberté de parole, qu'il a une forme d'autonomie. Certes, il a la confiance de Poutine, mais il serait capable de dire à Poutine les choses en face, sans les modifier, sans les travestir, sans les maquiller. L'oligarque médiateur profite de chaque occasion pour s'attirer la clémence de l'Occident. En septembre 2022, il fait libérer 5 prisonniers britanniques pro-ukrainiens et les ramène dans un avion du prince héritier saoudien. À bord, 2 des Anglais croisent le regard d'un visage familier. But Sean, a football fan, and he was like talking to the guys, and he said, "I think that's Roman Abramovich." And I'm like, "Yeah, so." He said to this guy, he says, "Hey mate, where are you from?" And this guy said in this broad Russian accent, "I is from London." And his name is Roman Abramovich, and he went, "That is because I am him." Abramovich savait qu'on allait parler de lui à leur libération, que tout le monde serait très reconnaissant. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde a parlé d'Abramovich, l'homme qui a fait libérer nos garçons. Former Chelsea owner Roman Abramovich played a key part in their homecoming. Abramovich, he has been involved in the process of those talks and is being... Why does he do that? Pourquoi fait-il tout ça? Mais parce qu'avant tout, c'est un animal politique. Roman Abramovich réussit le tour de force d'obtenir la confiance personnelle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, alors qu'il est encore actionnaire d'un géant de l'acier russe qui sert à fabriquer les chars de l'invasion en Ukraine. C'est une profession très spéciale d'être oligarque en Russie. Ça veut dire être tenu par un lien très étroit avec l'État, l'establishment et le pouvoir. Tout est si étroitement lié que le nœud est impossible à dénouer. Si cela avait été aussi simple que de signer une rupture à l'amiable, Abramovich l'aurait fait depuis longtemps. Depuis le début de la guerre, une douzaine d'oligarques sont décédés de mort suspecte. Dans la Russie de Poutine, plus personne n'est à l'abri. Abramovich, l'homme de paix, pourra-t-il sauver Abramovich l'équilibriste de son pacte avec Poutine? Dès le lendemain de l'offensive russe, la deuxième fille du milliardaire, Sofia, 27 ans, a dénoncé la guerre dans un post sur Instagram. Il n'est resté en ligne que quelques heures. Les oligarques, Abramovich y compris, portent une part de responsabilité. Bien sûr, ils ne décident pas, mais ils sont complices. Je ne suis pas prêtre, je ne suis qu'un écrivain journaliste, mais je pense que c'est le moment pour eux de se regarder dans une glace et de faire leur examen de conscience.
Certains oligarques ont choisi l'exil, mais pas Roman Abramovich. L'avenir dira si l'Occident pardonnera aux milliardaires ses compromissions avec un régime dictatorial qui a déclenché une guerre impérialiste au cœur de l'Europe.